Ces immenses champs de panneaux solaires pourraient faire de la Chine un champion en matière d'environnement. La Chine est pourtant aujourd'hui le pays le plus pollueur au monde, mais la Chine souhaite devenir une civilisation écologique. Alors qu'en est-il réellement? On verra d'ailleurs que derrière tout ça, il y a réellement une guerre menée avec les États-Unis. Bref, salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Alors je ne vous apprends rien si je vous dis que les énergies fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole ou encore le gaz, sont le principal moteur des émissions de gaz à effet de serre, des émissions qui sont directement responsables du réchauffement climatique. Et la consommation d'énergie fossile en Chine, elle reste toujours extrêmement importante. Selon l'EIA, qui est une agence américaine indépendante rattachée au département de l'énergie, en 2023, le charbon représentait environ 60% de l'énergie consommée en Chine. Résultat, la Chine est aujourd'hui le principal émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. La Chine compte à elle seule pour près de 30% des émissions. Cela dit, et c'est pas pour nuancer des chiffres qui évidemment sont très importants, mais la Chine c'est aussi 1,4 milliard d'habitants, et par ailleurs il y a un autre élément qui est souvent à avoir en tête, c'est la question des émetteurs historiques, puisque évidemment c'est intéressant de voir un instant T, mais l'impact sur le changement climatique il se joue sur le long cours, et historiquement eh bien, les États-Unis et l'Europe restent eh bien, des pollueurs plus importants. En quelque sorte, ils ont émis dans l'histoire plus de CO2 que la Chine. Bref, en tout cas sur cette question du charbon, eh bien, ça continue à augmenter. La consommation de charbon de la Chine devrait probablement atteindre son pic cette année ou dans les années qui viennent. Et d'ailleurs, selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, la Chine représente près de 90% des nouvelles constructions de centrales à charbon dans le monde en 2024. Ça, c'est donc l'aspect très négatif. La Chine pollue, la Chine va continuer à polluer et la Chine développe le charbon. Mais attention, parce qu'en parallèle, la Chine s'est engagée à faire en sorte que ses émissions de dioxyde de carbone atteignent leur maximum avant 2030, puis commence à diminuer. Alors je vous passe les détails sur le fait que les objectifs fixés par la Chine, et notamment la baisse à partir de 2030 des émissions, eh bien elles sont jugées pas assez rapides par les spécialistes du sujet. Mais ce que je veux qu'on voit aujourd'hui ensemble, c'est ce paradoxe ou cette situation assez particulière entre d'un côté eh bien, un essor encore pour quelques années au moins du charbon avec une utilisation extrêmement polluante, et de l'autre côté, quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, l'essor de plus en plus d'une transition vers les énergies renouvelables avec, il faut le dire, des avancées qui sont assez impressionnantes. En fait, selon l'organisme américain Global Energy Monitor, quasiment 2/3 des nouvelles capacités solaires et éoliennes construites en 2024, ils ont été construits sur le sol chinois. Et pour vous donner un exemple rapide de cette énergie solaire, la Chine a par exemple annoncé cet été avoir construit le plus grand champ de panneaux solaires au monde. Ça s'étend sur près de 610 km², soit 6 fois la taille de Paris. À noter cependant que ces champs de panneaux solaires, ils se situent notamment dans des régions politiquement sensibles où la Chine est régulièrement critiquée pour des violations de droits humains à l'encontre des Ouïghours, une minorité musulmane. C'est un sujet évidemment important dont on a beaucoup parlé sur la chaîne. Si vous voulez en savoir plus, on vous met des liens directement en description. Mais au-delà de l'aspect environnemental de ces changements, la Chine se sert aussi de cette transition pour accroître son économie et son influence. La Chine est aujourd'hui et de très loin le plus important producteur mondial de ces panneaux solaires, avec 85% de la production mondiale de panneaux solaires en 2023. Elle exporte donc massivement à bas coût, renforçant ainsi son influence dans le monde, et notamment d'ailleurs une influence en Afrique où ses exportations ont triplé en à peine 2 ans. Alors on aura l'occasion d'en reparler, ces panneaux solaires ils ne sont pas parfaits, ils présentent eux aussi certaines limites, mais tout de même ils permettent à un certain nombre de pays de remplacer directement leur production d'électricité issue de diesel par exemple et donc de pétrole par des énergies renouvelables qui tout de même évidemment eh bien, ont un impact sur la planète qui est beaucoup plus faible. Et donc c'est évident pour la Chine aujourd'hui, ces technologies elles modernisent l'économie de la Chine, elles font en sorte de présenter la Chine comme un bon élève malgré tout entre guillemets quand on voit en parallèle eh bien, la production et l'utilisation du charbon, mais ça vise donc eh bien, in fine à placer la Chine en leader mondial dans les énergies renouvelables. Et là où il y a un parallèle forcément qui est inévitable, c'est avec l'autre géant mondial, à savoir les États-Unis. Les États-Unis évidemment autre puissance économique mondiale, mais où clairement en ce moment eh bien, les préoccupations en matière d'environnement elles sont quasiment inexistantes. Donald Trump semble clairement dans une volonté de faire développer l'économie à tout prix, quitte à avoir un impact environnemental colossal qui au passage d'ailleurs peut se retourner contre son pays à terme, y compris d'un point de vue économique et social. Mais donc Donald Trump encore récemment a déclaré que le changement climatique était, je cite, la plus grande arnaque jamais menée contre le monde. Un discours climato-sceptique ou complètement donc dans
un déni à rebours donc du consensus scientifique sur le sujet. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que selon une analyse publiée ce mardi dans le média spécialisé Carbon Brief, les émissions de CO2 de la Chine n'ont pas augmenté au troisième trimestre de 2025 par rapport à 2024. Et si la Chine est donc toujours le plus gros émetteur de dioxyde de carbone au monde, ça fait donc concrètement 18 mois consécutifs que la Chine est parvenue à stabiliser ses émissions polluantes. Et à noter au passage que quand on parle donc de développement économique, c'est évident hein, pour Xi Jinping aujourd'hui, il y a peut-être une envie de sauver la planète et de participer à tout ça, mais il y a aussi évidemment un enjeu de concurrence, un enjeu de développement économique. L'autre exemple que l'on peut noter, c'est le développement absolument massif des voitures électriques en Chine, mais des voitures qui s'exportent de plus en plus à l'étranger. Bref, ça me semble intéressant d'analyser la stratégie environnementale mais aussi géopolitique de la Chine dans ce contexte. Je me permets au passage de rappeler à tous les nouveaux qui suivent ce format des actus du jour sur YouTube que si jamais vous voulez aussi les actualités culturelles au quotidien avec des actualités sur les nouvelles technologies ou autres, ou encore nos interviews longues en format podcast, tout ça est disponible sur le même flux, le même fil de podcast. Et pour vous abonner, c'est très simple, vous tapez Hugo Décrypte sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, vous vous abonnez et comme ça, en un clic, vous recevez vraiment l'essentiel de l'actualité et une richesse de format. Du coup, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En France, le syndicat de la CGT a appelé ce mercredi à une nouvelle journée de mobilisation le 2 décembre prochain. Son objectif, faire pression sur le gouvernement pendant l'examen du budget 2026, jugé catastrophique par Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui a donc lancé cet appel à la grève. Parmi ces catastrophes, Sophie Binet cite notamment la hausse des franchises médicales qui ferait augmenter la partie non remboursée des médicaments, la situation des écoles, car je cite, à ce stade dans ce budget, ce sont 4500 suppressions de postes dans l'éducation nationale, ou encore la baisse des allocations familiales. Toutes ces mesures ont d'ailleurs de fortes chances de se retrouver dans le futur budget de l'État. Et pour la CGT, le 2 décembre marquera donc la séquence décisive de l'examen du budget à l'Assemblée nationale. Les syndicats solidaires et FSU ont suivi le mouvement en appelant tous les travailleurs à se mobiliser pour avoir un impact. Mais pour le moment, la CGT n'a pas donné plus de détails sur comment cette journée de mobilisation pourrait s'organiser. Deuxième info, plusieurs dizaines de manifestants indigènes ont forcé l'entrée de la COP30, la conférence pour le climat de l'ONU, ce mardi à Belém au Brésil. Ils ont été repoussés par les agents de sécurité mais ont tenté de résister. Le calme est finalement rapidement revenu, mais les entrées de la zone bleue, qui est l'épicentre de la COP où se déroulent les négociations, ont été barricadées par la sécurité avec des tables et des meubles. Le groupe de manifestants était porté par l'association Rede Sustentabilidade Bahia et il venait de terminer une marche pacifique pour le climat et la santé devant l'entrée du site de la COP avec des danses. Son but en forçant l'entrée était en fait d'alerter sur la situation des peuples indigènes au Brésil. Selon la porte-parole de l'association, Maria Clara, ces voix sont ignorées pendant ce type de rencontre internationale. Cette année, le Brésil a affiché sa volonté de créer, je cite, la meilleure COP en termes de participation indigène, selon la ministre brésilienne des peuples indigènes, Sonia Guajajara. Suite à l'incident, le porte-parole de l'ONU Climat a indiqué l'ouverture d'une enquête des Nations Unies et des autorités brésiliennes. Troisième info, la France et la Palestine ont annoncé ce mardi vouloir former un comité conjoint pour rédiger la constitution de l'État de Palestine, donc la norme suprême du pays. Cette annonce a été faite à l'occasion de la première visite en France du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas depuis la reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron en septembre dernier lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Aujourd'hui, Mahmoud Abbas est le président de l'autorité palestinienne, donc l'entité gouvernementale qui administre les habitants arabes de Cisjordanie. Le Hamas, lui, contrôle Gaza depuis 2007 et Mahmoud Abbas représente officiellement le peuple palestinien dans les négociations internationales. En fait, il faut savoir que la Palestine n'a pas de constitution mais dispose de ce qu'on appelle un texte fondamental adopté au début des années 2000 qui devait être provisoire en attendant la fin de l'occupation israélienne et la création d'un État souverain, donc indépendant et libre. Mahmoud Abbas a aussi réaffirmé sa volonté de tenir des élections présidentielles et législatives un an après le désarmement du Hamas, comme prévu par la phase 2 du plan de paix pour Gaza, mais qui n'a pas encore eu lieu. A noter que la dernière élection présidentielle libre en Palestine, qui avait mené à l'élection de Mahmoud Abbas, a eu lieu en 2005. Les dernières élections législatives avaient, elles, placé la branche politique du Hamas en tête, c'était en 2006. De son côté, l'ambassade d'Israël en France a dénoncé l'accueil du président palestinien en France. Quatrième info, Salah Abdeslam, le seul survivant du commando terroriste du 13 novembre 2015, a affirmé via son avocate être prêt à dialoguer avec des victimes des attentats qui ont notamment touché le Bataclan. Selon Olivia Ronen, l'avocate du djihadiste, qu'on a d'ailleurs eu l'occasion de recevoir en interview, le lien est en description, certaines parties civiles, donc des victimes, auraient exprimé la demande de pouvoir entrer en contact avec lui. Ce dialogue entrerait donc dans le cadre de la justice restaurative, un dispositif qui permet une rencontre entre des victimes et leur agresseur. En France, elle a été instaurée par la loi Taubira en 2014, mais elle est encore très peu pratiquée. Mais il faut savoir que cette annonce a vivement fait réagir. Le directeur de publication du journal Charlie Hebdo, Rhys, un survivant des attentats de janvier 2015, a réagi à la proposition en dénonçant, je cite, une démarche perverse. Selon lui,
je cite toujours, le terrorisme ce n'est pas un crime de droit commun, il y a eu une cour de justice spéciale. En faisant cette demande, Abdeslam fait croire que le terrorisme c'est un crime comme les autres. Cinquième info, un mineur de 16 ans est mort ce mardi soir à Tourcoing dans le Nord après une chute en scooter survenue après un refus d'obtempérer à la police municipale. C'est ce qu'a annoncé le parquet de Lille. En fait, deux adolescents de 14 et 16 ans circulaient en scooter vers 19h dans les rues. Confrontés à un équipage de police, ils ont pris la fuite, pris une rue en sens interdit, puis percuté un poteau provoquant la mort du conducteur. Le jeune de 14 ans, lui, est légèrement blessé. Selon les policiers municipaux, ils étaient à environ 150 mètres du scooter au moment de l'accident. Aucun tiers n'est directement impliqué dans la chute, selon le procureur de Lille, Samuel Finiels. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte, a été confiée à la division de la criminalité territoriale de Lille dans le but de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Et on termine avec cette info, le Royaume-Uni et la Colombie auraient arrêté d'échanger des renseignements avec les États-Unis à cause de ces frappes dans les Caraïbes. Pour le contexte, ces dernières semaines, plusieurs dizaines de personnes soupçonnées d'être des trafiquants de drogue ont été tuées dans des frappes américaines en mer, ce qui est pourtant illégal selon le droit international qui interdit toute intervention dans les eaux internationales qui n'appartiennent donc à aucun pays. Mais depuis le début de ces frappes, le 2 septembre 2025, au moins 76 personnes auraient été tuées selon le New York Times. Le Royaume-Uni souhaiterait donc ne pas être complice de ces frappes militaires américaines. Résultat, depuis plus d'un mois, les renseignements concernant ces navires dans les Caraïbes ne seraient plus partagés avec les États-Unis selon des informations de CNN. Ce mercredi, le président colombien Gustavo Petro, qui critique régulièrement la politique migratoire de Donald Trump, a annoncé faire de même. À noter sur ce même sujet qu'un porte-avions américain est arrivé au large de l'Amérique latine ce mercredi pour renforcer ce que le gouvernement américain assure être une opération anti-drogue. Le Venezuela, qui fait actuellement face à une montée des tensions avec les États-Unis, a parlé d'une menace impérialiste. Merci beaucoup Samy. Alors je le disais, pour découvrir aussi nos actualités culturelles et nos interviews, rendez-vous directement en podcast. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir retrouver le flux sur toutes les applications de podcast. Je tiens vraiment à vous remercier au passage pour tous vos retours sur la vidéo qu'on a fait sur le 13 novembre avec les témoignages de différentes victimes ou personnes qui ont été directement touchées par ces attentats. C'était une vidéo qui était importante pour nous et vraiment vos retours montrent qu'elle était aussi importante pour beaucoup d'entre vous. On suivra évidemment demain, donc ce jeudi, les différents hommages au 13 novembre 2015. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.